mais on est tous conditionnés et ça influence souvent nos choix. Ça nous coûte beaucoup d'énergie d'essayer d'être quelqu'un d'autre. La tête, le mental, mais jamais un endroit pour prendre des décisions. Le problème de notre monde, c'est que c'est le mental. On réfléchit notre vie au lieu de la vivre, au lieu de la sentir. Tu vois, on imagine toujours que ce qui nous vient facilement doit venir facilement aux autres, que notre façon de fonctionner doit être celle des autres, que si nous on y arrive, ils doivent y arriver aussi. Et en fait, le design vient vraiment poser une grille de lecture pour nous montrer tout ce qui n'est pas nous. Le but du Human Design, c'est en fait un système qui nous fournit des outils concrets, notamment la stratégie et l'autorité, pour vivre une vie qui soit en alignement avec notre vraie nature. En aucun cas, c'est un outil qui est limitant. Moi, j'aime appeler ça en fait des potentiels. Et ensuite, l'expression qu'on en fait, elle est non seulement amenée à évoluer au fil de la vie, au fil de nos expériences, au fil de nos prises de conscience, au fil de notre envie de nous rapprocher de notre vérité. C'est ce qu'on est venu faire, en fait. Se connaître. On a toute une vie pour le faire et plein d'outils. Et parfois pas besoin d'outils extérieurs, d'ailleurs, simplement vivre et vivre des expériences qui nous amènent à davantage de connaissance de soi. Je me nomme Valentin Collin, vous écoutez L'Autre Voix et ma guest aujourd'hui est Mélissa Simoneau. Après 3 ans d'orientation de carrière, d'abord en tant qu'attachée de presse dans la mode de luxe, elle collabore ensuite à l'ouverture d'un établissement de restauration pour enfin s'orienter vers le coaching sportif. Aujourd'hui, dans sa 4e vie professionnelle, elle est experte en Human Design, un puissant outil de connaissance de soi. Selon Mélissa, plus qu'un outil, le design humain est une véritable vision de la vie, c'est pourquoi elle en est une grande porte-parole. Son désir est que chaque être humain connaisse son design afin que chacun puisse être au plus proche de sa vérité. Mélissa, bienvenue sur L'Autre Voix. Bonjour. Ravi de t'accueillir. Je suis ravie d'enregistrer avec toi. Merci de ton invitation. La première chose, avant de pouvoir commencer et rentrer dans le vif du sujet, pour que tu nous exposes justement quel est cet outil, un petit peu les tenants et les aboutissants de tout ça, j'aimerais savoir que représente le thème de la connaissance de soi pour toi. C'est l'un des thèmes les plus importants pour moi. Je pense que j'étais toujours dans une quête de connaissance de moi. J'ai toujours été attirée par plein d'outils depuis très jeune. D'abord la voyance, puis l'astrologie, les médiums, et puis enfin le Human Design quand il est arrivé après dans ma vie. Mais pour moi, c'est la chose la plus importante qu'on puisse faire. En fait, c'est ce qu'on est venu faire. En fait, se connaître. On a toute une vie pour le faire et plein d'outils. Et parfois pas besoin d'outils extérieurs, d'ailleurs, simplement vivre et vivre des expériences qui nous amènent à davantage de connaissance de soi. Et pour moi, ça revient à comprendre son fonctionnement, la façon dont on est spécifiquement conçu pour percevoir le monde, mais surtout, ça nous rappelle notre unicité. Pour moi, la connaissance de soi, ça revient aussi à notre unicité et à notre différence. Et c'est aussi une capacité qu'on a à s'observer et à agir en conscience plutôt que de subir des conséquences, par exemple, de nos actions qu'on mène depuis des petites machines qui sont en tâche de fond, tu vois, tout ce qui est inconscient, depuis des motivations erronées, par exemple, tu vois, quand on prend des décisions ou qu'on agit depuis un besoin de prouver sa valeur, un besoin d'être aimé, ou la peur, au contraire, tu sais, l'évitement, la peur de bousculer, la peur de déranger, de décevoir, d'échouer, de rater le coche, une pression, le stress, toutes ces choses-là, en fait, qui sont à l'œuvre et qui peuvent nous mettre des bâtons dans les roues, nous enlever de la fluidité. Donc pour moi, c'est ça la connaissance de soi. Ok, très belle du coup réponse. Et du coup, je partage justement, c'est aussi pour ça que je t'ai invité, que je partage beaucoup de points communs justement avec ta vision des choses. Et c'est toujours bien d'avoir
on va dire, dans la bouche de quelqu'un d'autre. En tout cas, ces propos-là, ça enrichit vachement la conversation. Donc, pour commencer, on va parler de beaucoup de choses pour que les auditeurs soient au plus proche et comprennent au maximum ce qu'on puisse dire sur différents détails sur le Human Design. Je vais mettre le lien dans la description pour pouvoir faire le schéma, donc pour pouvoir éditer votre schéma corporel, et vous allez comprendre en quoi ça consiste juste après, afin de pouvoir vous retrouver sur les éléments de réponse que Mélissa va apporter. Soit vous le faites à la fin, soit vous le faites juste avant, ça sera plus pertinent. Donc tout d'abord, comment a été conçu un petit peu cet outil du Human Design? Alors, il a une des origines très intéressantes, assez surprenantes. Peut-être que ça va surprendre des gens qui nous écoutent. Donc, c'est un outil qui est né en 1987, donc qui est très récent, et qui est un outil canalisé. Donc, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, une canalisation, c'est quand une personne reçoit des informations sous forme de clairaudience, de clairvoyance, claircognizance, clairsentience, plein de choses, mais en tout cas qui veulent dire que ça vient d'autres niveaux de conscience. Et donc, pour la petite histoire, ça a été donc canalisé par un monsieur qui s'appelait Alan Krakauer, un Canadien qui vivait à l'époque à Ibiza et qui un jour, en rentrant chez lui, a entendu une voix qui lui a dit on se met au travail. Et ensuite, il s'est passé 7 jours, 7 nuits pendant lesquels il a été, entre guillemets, dépossédé de son enveloppe physique. Et il a reçu tout plein d'informations, et notamment des informations, mais pas que, mais beaucoup d'informations sur cet outil du Human Design. Mmh. Et ensuite, il a passé du temps à le formaliser, à former des gens, à créer des logiciels et à le diffuser au monde. Et puis, il est décédé en 2010 et puis d'autres personnes ont pris sa suite et l'avaient prise de toute façon à ce moment-là. Et donc, du coup, quel est le but, justement, de cet outil? Alors, c'est un outil, donc c'est un système qui regroupe d'autres systèmes, hein. Le Human Design, ça prend ses origines dans l'astrologie tropicale, la science des chakras, le I Ching chinois, l'arbre de vie de la Kabbale, mais également une partie scientifique avec la génétique et la physique quantique. Donc déjà, c'est un regroupement de plusieurs autres sciences ou de plusieurs autres systèmes. L'idée, c'est que c'est donc un outil de connaissance de soi, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, qui est basé sur nos informations de naissance, donc notre date, notre lieu et notre heure de naissance, et qui va nous donner, en rentrant ces informations dans un logiciel dédié, donc ce que tu indiquais à l'instant, un schéma énergétique ou schéma corporel. Donc l'idée, c'est jamais de le comprendre du premier coup d'œil, hein. C'est pas le principe. C'est pour les personnes qui nous écoutent et qui vont Ouais. l'éditer, c'est complètement fou, hein. Quand on regarde ça pour la première fois, ça ressemble à une silhouette. Il y a des formes géométriques, il y a des chiffres, il y a des couleurs, il y a des signes de planètes. Donc c'est là qu'on voit l'influence de l'astrologie notamment. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est pas de le comprendre soi-même, comme on n'est pas là forcément pour comprendre son thème astral quand on n'est pas initié. C'est comme toute, finalement, matière où, on va voir un expert qui, lui, pour le coup, est formé à ce sujet-là. Ouais, donc alors moi, c'est toujours intéressant, hein, comme tu le disais, c'est une très, très bonne initiative que les gens aient leur schéma parce que, notamment dans ce qu'on dit, dans moi, les informations que je diffuse sur mes réseaux sociaux, etc., il faut toujours savoir ce qui s'applique à soi, mais Mmh. ça ne nécessite pas d'être capable de comprendre le schéma. Donc, pas d'affolement si c'est complètement fou quand on tombe dessus. Et donc, le but du Human Design, c'est en fait un système qui nous fournit des outils concrets. Moi, c'est ça qui m'a séduite particulièrement, notamment la stratégie et l'autorité, dont on pourra parler, pour vivre une vie qui soit en alignement avec notre vraie nature et ce qui est vraiment fait pour nous. Ça nous permet de prendre des bonnes décisions pour soi et notamment de se déconditionner, ça c'est un grand mot qu'on utilise en Human Design, se déconditionner des schémas internalisés depuis notre venue au monde qui impactent bien notre fonctionnement et ont tendance souvent à nous éloigner de notre vraie nature. Donc ça permet de se connaître en profondeur, de comprendre comment on est conçu pour échanger avec la vie, comment on est conçu pour échanger avec les autres. Ça nous donne des indications et bien sûr comment on est fait pour utiliser notre énergie, pour cultiver des opportunités, pour prendre des décisions qui soient justes pour nous-mêmes, pour communiquer. Ça met en évidence nos zones plus fragiles, plus sensibles à l'énergie extérieure, plus influençables, mais également nos forces et atouts. On parle de bien-être avec le sommeil, le stress, éventuellement l'activité physique. Il y a des indicateurs sur tout ça. Il y a vraiment, c'est un outil qui est à la fois extrêmement riche et dense, et en même temps, les éléments les plus puissants et les Mmh. vrais éléments qui servent à s'aligner sont dans les fondations et dans les bases.
Et souvent, je remarque, en fait, le paradoxe du design, c'est que c'est tellement riche que soit des gens peut-être regardent ou s'intéressent et se perdent complètement en disant non, mais Mmh. finalement, ça m'intéresse pas et se découragent parce qu'ils ont l'impression qu'il faut tout savoir. Ou alors, à l'inverse, d'autres personnes partent tellement en profondeur dans les détails sans même Mmh. avoir exploré les bases. Et ça, c'est vraiment des choses auxquelles moi, j'essaye de sensibiliser les gens. Ouais. Le design, aussi riche qu'il soit, et la plupart d'entre nous étant tellement dans une quête de dites-moi ma mission de vie, dites-moi ce pourquoi je suis fait, etc. On va avoir souvent tendance à aller chercher trop loin dans les détails et à en oublier Mmh. la magie de cet outil qui est dans sa simplicité. C'est ça justement que j'aime dans ton approche, c'est aussi cette approche, pragmatique d'un outil qui va être plus axé énergétique et c'est de se dire, bah, finalement, comment je peux prendre ce qui existe pour pouvoir et tu parles souvent de pouvoir incarner ça dans le quotidien, dans les choses les plus simples de la vie et finalement, Mhm. bah, d'avoir un outil pratique plutôt que, on va dire théorique Mhm. et justement pour finir là-dessus, c'est de pouvoir se dire: «Bah, là, on va être dans l'être» et dans le dernier épisode qui, sera publié, quand, ça sera diffusé notre interview, on était dans le Mhm. faire et donc Mhm. justement, j'aime bien cette, complémentarité de ces 2 approches. Du coup, on va rentrer un peu plus en profondeur sur en quoi ça consiste et finalement, ça va être la grille de lecture sur laquelle on va pouvoir, s'appuyer, donc sur différents types de profils, type énergétique justement et Mhm. je vais te laisser commencer à expliquer, aux personnes qui se reconnaîtront, en fonction de leur type, voir si ça leur parle et voir la puissance justement de cet outil-là. Alors en effet, donc il y a plusieurs éléments qui sont les bases dont je parlais. Donc on commence par le type énergétique quand on débute en design. Mmh mh. Il y a également, donc le type vient avec une stratégie dont je vais parler quand je vais présenter, les types. Un autre élément qui est très important, c'est ce qu'on appelle l'autorité intérieure, qui concerne la prise de décision. Et ensuite, il y a le profil et il y a aussi l'exploration des centres blancs que l'on retrouve donc sur le schéma. C'est là où c'est intéressant de l'avoir aussi. Et donc ça, c'est vraiment les éléments pour moi qui sont les plus importants à explorer pour les gens qui démarrent et de pas essayer d'aller justement se perdre dans les détails sans avoir pris vraiment connaissance et surtout expérimenter avec ces éléments-là. Et donc au niveau, le premier niveau de lecture, on distingue 4 grands types. Alors je rappelle quand même que chaque schéma est unique, hein, parce qu'il y a presque 2 milliards de configurations. Alors bien sûr, vous pouvez trouver des gens qui auront un schéma très similaire au vôtre ou alors même les jumeaux, tu vois? Et les jumeaux qui viennent au monde avec quelques minutes de décalage, en principe, ils ont un schéma identique. Mais vraiment, faut pas imaginer que, le design nous dit, qui on va être, ce qu'on doit faire et Bien quel sûr. métier on va exercer. Ça ne c'est moi, j'aime appeler ça, en fait, des potentiels. Et Mmh. ensuite, l'expression qu'on en fait, elle est non seulement amenée à évoluer au fil de la vie, au fil de nos expériences, au fil de nos prises de conscience, au fil de notre envie de nous rapprocher de notre vérité, heu, mais aussi, hem, mais aussi elle peut évoluer en fonction des personnes. Donc évidemment que, même avec un schéma identique, on a des vies complètement différentes. Ouais, ce serait juste comme un peu le la graine qu'on sème, l'origine, la base et après tout dépendra après de comment on dans quelle terreau on pourra la mettre et comment on pourrait l'arroser ou l'entretenir, quoi. Ouais, c'est une super analogie. Moi, j'adore les images. C'est une superbe analogie, tout à fait. On peut OK. on peut tout à fait assimiler à ça. Mais au premier niveau de lecture, donc on catégorise, la population en 4 grands types et moi j'invite toujours les gens, à ne pas se formaliser si soit ils se reconnaissent pas dans ce que je dis rapidement ou ce qu'ils peuvent lire sur le type, parce qu'ensuite on va vraiment plus en profondeur. Donc on est bien obligé de démarrer quelque part. Moi le type, je l'assimile toujours à un véhicule. Mmh. C'est ce que j'explique toujours en séance. C'est notre véhicule parce qu'on parle d'énergie et donc comment, est-ce que je suis conçue pour exprimer, utiliser mon énergie dans le monde? Ça, c'est le type énergétique. Donc, est-ce que je suis une voiture? Est-ce que je suis une trottinette? Est-ce que je suis un avion? Est-ce que je suis un sous-marin? Mmh. Évidemment qu'on sait que pour chaque catégorie que je viens d'énoncer, on peut creuser et on a des millions, de différents modèles, de différentes marques, mais on est bien obligé de partir de là. C'est quand même ce qui est le plus important de savoir si je conduis une voiture ou un sous-marin. Donc le type, c'est ça. Donc les 4 grands types, on a une grande catégorie qui représente 70 de la population, avec dedans les générateurs et les manifesting générateurs qui appartiennent à un même groupe. Ensuite, on a les projecteurs, 20 de la population. On a les manifestors, 9 et les réflecteurs,
1%. Donc, on voyait déjà, pour les gens qui nous écoutent, qu'on est sur une division de la population sur des chiffres qui sont absolument différents. Donc, on n'a pas d'équilibre, en fait, entre tout ça. Donc, on commence avec les générateurs. On va commencer effectivement avec ceux que tu en as envie, je te fais plaisir. Ok, donc les générateurs et manifesting générateurs, ce sont ceux qui, donc je vous rappelle, c'est 70% de la population. Hein. Donc c'est ceux qui ont vraiment accès à un puissant réservoir d'énergie longue durée. Et ce terme longue durée, il est super important pour bâtir, construire, créer, accomplir, travailler. Ce sont vraiment des travailleurs, des besogneux. C'est des gens qui ont besoin d'aller canaliser leur énergie dans le travail, dans les activités. C'est des personnes qui sont magnétiques, plein d'énergie. Et quand ils font ce qu'ils aiment, ils sont faits pour se réveiller le matin avec un réservoir rempli à bloc. Ils sont faits pour l'épuiser jusqu'à la dernière goutte chaque jour. Se coucher épuisés mais super satisfaits justement de la façon dont ils ont utilisé leur énergie dans la journée. Et rebelote le lendemain matin. C'est des gens qui sont faits pour être dans le plaisir, dans la passion, dans la joie. Parce que quand ils sont en fait dans ces énergies-là, ils génèrent, comme le nom l'indique, ils créent encore plus d'énergie. Donc, ça leur bénéficie à eux d'abord. Et puis ensuite, par vase communicant, ça bénéficie aux personnes qui les entourent. Et en collectif, en fait, c'est souvent des gens qui ont un gros travail de déconditionnement à faire autour des limites personnelles sur leurs envies, sur leurs désirs, sur ce qu'ils veulent faire ou pas faire. Parce qu'ils ont tendance à, justement, de par leur gros potentiel d'énergie, à en mettre beaucoup dans leur planning pour les autres et à avoir du mal à se choisir. Et en fait, comme je le dis, leur énergie, quand elle est sur une bonne vibration, quand ils font ce qu'ils aiment, quand ils sont dans le plaisir et dans la joie, ça bénéficie aux autres. Et à l'inverse, s'ils passent leur journée à faire des choses qui viennent depuis des obligations, du sacrifice pour les autres, parce qu'il faut, parce que je dois, en fait, c'est pas du tout la même qualité d'énergie qu'ils ont à leur disposition et qu'ils créent pour le reste du monde. La différence, alors déjà, entre les deux, dans les grandes lignes, entre le générateur et le manifesting générateur, c'est que le manifesting générateur est par nature bien plus multitâche que le générateur. Alors bien sûr, quand on creuse, on peut trouver des aspects dans le design de générateur qui vont aller expliquer des besoins de nouveautés, etc. Mais quand on reste à l'échelle du type, le manifesting générateur est le vrai multipassionné, multipotentiel, qui a besoin de mettre son énergie dans plusieurs domaines à la fois et pour qui c'est sain. Et ils ont tendance à aller au bout de ce qu'ils sont venus apprendre dans une activité plus rapidement. Donc, ils n'ont pas forcément un chemin qui est très linéaire. Ils passent plutôt d'une activité à l'autre, d'un point A au point F, on revient à C. Ça peut être perçu comme dispersé. Ça peut être jugé d'ailleurs par eux-mêmes ou par les autres d'être éparpillés. Et en fait, c'est des gens à qui le pire conseil qu'on puisse donner, c'est de choisir une seule voie et de s'y tenir parce que ça les coupe de leur nature, justement, qui a besoin de ce niveau de stimulation pour être épanoui. Alors que le générateur, ça va être de façon générale une énergie qui est plus focalisée, plus linéaire, plus en profondeur, plus autour de la maîtrise, tu vois. Les deux ont la même stratégie puisque en fait chaque type énergétique vient avec une stratégie. C'est comment je fais pour utiliser mon énergie, hein, tout simplement. Et pour tous les deux, donc leur stratégie, c'est de laisser la vie se présenter à eux et de se connecter à leur ressenti viscéral. Donc ça se passe dans le corps parce que bon, c'est peut-être le moment pour moi de le préciser. S'il y a bien quelque chose que nous apporte le Human Design, c'est l'idée que la tête, le mental, n'est jamais un endroit pour prendre des décisions. Le problème de notre monde, c'est que c'est le mental. On réfléchit notre vie au lieu de la vivre, au lieu de la sentir. Et en fait, notre corps a accès à une connaissance qui est bien plus riche que celle que notre mental, bien qu'il soit puissant, puisse concevoir. On pourrait parler finalement d'un côté, le côté conscient, qui va être plutôt le mental, ou avoir très peu d'informations finalement, on va dire de ressources disponibles, alors que tout ce qui va être de l'aspect de la sensation, de l'intuition, de l'inconscient, qui est finalement logé dans le corps, et va dire on va avoir des informations qui va nous être envoyées. Justement, tu vas nous préciser finalement la stratégie d'écoute, ce que j'avais noté sur de notre manière de pouvoir cultiver les opportunités, justement. Alors c'est intéressant ce que tu dis, on fait une petite parenthèse entre le conscient et l'inconscient, c'est que justement le Human Design est assez précurseur dans le sens, c'est très unique en son genre comme outil parmi les tests de personnalité et tout ce qu'on veut qui existe, parce que justement il vient mettre en lumière à la fois notre configuration consciente et notre configuration inconsciente. Et pour le coup, en design, on ne considère pas que le conscient serait mental et que l'inconscient serait dans le corps.
D'accord, parce qu'on voit qu'on a des circuits énergétiques absolument inconscients potentiellement dans notre mental, dans nos énergies intellectuelles. d'accord. Donc on fait pas cette différence-là, mais pour le coup, on va faire une différence surtout entre nature et culture, tu vois, entre ce qui est vraiment nous Mmh. et ce qui est plutôt reçu de l'extérieur et qui peut D'accord. nous influencer. Et quand on n'en a pas conscience, justement, ça peut être source de conditionnement négatif, parce que le Mmh. conditionnement n'est pas toujours négatif. Et justement, nous, quand on fait la différence entre ce qui est conscient et inconscient, bah, tout ce qui est conscient, c'est des énergies sur lesquelles on a un petit peu plus de maîtrise. Et tout ce qui est inconscient, c'est des choses qui se passent un petit peu plus par surprise en nous, mais dont souvent, bah, tu vois, notre entourage a plus conscience, eux. Mmh. Donc, c'est toujours très D'accord. intéressant d'explorer avec des gens des aspects, et ça, je peux le faire en séance, tu vois, des aspects qui parfois leur parlent moins, parce que justement, c'est inconscient. Alors après, en avançant dans la vie, ça nous parle quand même un peu plus, hein, parce que les expériences nous le reflètent. Mais on a tout à fait accès à des choses qu'on n'est pas en capacité vraiment d'explorer avec simplement le conscient. Donc, c'est là aussi que D'accord. ça positionne cet outil OK. ça donne une richesse, en fait, de lecture. OK, ouais, non, c'est hyper pertinent du coup ce que tu dis sur l'aspect, plutôt conditionnement et on va dire ressources, intérieures et Mm. du coup, non, ouais, c'est hyper intéressant de faire la différence, c'est complémentaire, ouais. OK, donc je te laisse Du coup, continuer. on a fait une petite parenthèse, mais Excusez-nous. c'était intéressant. Une petite parenthèse sur la stratégie du générateur et du manifesting générateur. Donc, c'était pour dire qu'en fait, le mental n'est jamais un outil de prise de décision et que pour tout le monde, ça se passe dans le corps, dans le ressenti, dans le sensoriel. Et en l'occurrence, pour les générateurs et manifesting générateurs, on est tous tellement éduqués à prendre le taureau par les cornes, poursuivre les opportunités, initier, avoir une idée et décider qu'il faut tout de suite qu'elle se matérialise dans la réalité. Et en fait, ça, c'est vrai pour une minorité dans la population. Et ce n'est pas la bonne stratégie pour les générateurs et manifesting générateurs qui, eux, sont faits, bah, comme je le disais, laisser la vie se présenter sous toutes ses formes. Ça ne veut pas dire attendre qu'on les invite dans les opportunités, ça on le verra, c'est pour quelqu'un d'autre. Mmh. Mais se connecter à leur ressenti viscéral, donc ça se passe dans les tripes, ça se passe dans le ventre. Et en fonction de ce qu'ils ressentent à cet endroit-là face à ce qui se présente, ils savent s'ils sont attirés ou s'ils sont au contraire repoussés via du ressenti. Et en fait, l'idée, c'est que c'est pas du tout quelque chose qui est passif, c'est qu'ils sont en permanence en train d'utiliser leur énergie, mais simplement avant de passer à l'action, leur stratégie, c'est d'obtenir ce feu vert viscéral, ce go intérieur, avant d'agir. Et au contraire, ce qui ne leur convient pas, c'est d'agir depuis ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient devoir faire des stratégies de vie dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que je veux aller, parce que tout ça, c'est de l'ordre du mental, c'est de Mmh. l'ordre de la croyance, et ça n'est pas en réponse à quelque chose qui se présente à l'extérieur d'eux-mêmes. Ça marche et puis après sur l'aspect décisionnaire, du coup sur, on va dire le fait de reconnaître justement quelle est l'opportunité, juste, qui Mhm. va être l'autorité intérieure, si je me souviens bien? Ouais, OK. exactement. Alors, les générateurs et les manifesting générateurs, ils ne peuvent en avoir que l'une ou l'autre, ils en ont deux possibles. On a chacun une seule autorité intérieure, hein. Ils peuvent être soit avoir une autorité, c'est marqué sur le schéma justement sacrale, ou une autorité qu'on appelle plexus solaire émotionnel. Quand ils ont une autorité sacrale, justement, ça veut dire qu'ils peuvent se fier à leur ressenti viscéral sur le moment, et c'est des gens qui sont faits pour prendre des décisions spontanées et impulsives. À l'inverse, pour tous les générateurs et manifesting générateurs qui ont une autorité émotionnelle, où il y a marqué aussi plexus solaire émotionnel, c'est des gens qui ils ont aussi cette sensation viscérale, bien sûr, mais eux, ils ne peuvent pas s'y fier pour les grosses décisions sur le moment, parce qu'ils sont en permanence en train de surfer des vagues émotionnelles qui vont changer leur perception de la réalité en fonction de s'ils sont plutôt en haut de la vague ou dans le creux de la vague. Et tout ça, ça demande du temps pour arriver à de la clarté. Et donc, on conseille toujours à ces gens-là de dormir au moins une nuit sur une décision, et plutôt que de se précipiter, parce que la sagesse et la clarté pour eux, la vérité émerge avec le temps. Donc, d'un côté, on a des générateurs et manifesting générateurs à peu près moitié-moitié qui sont Mmh. faits pour être impulsifs, et on a toute une autre moitié qui sont faits pour se laisser plus de temps. Encore une fois, c'est jamais du temps pour aller réfléchir dans la tête ou analyser, parce que c'est Mmh. pas là, hein, que se situe l'autorité, mais c'est du temps pour être dans le ressenti et arriver à quelque chose de plus calme. Ni trop surexcité, ouais, c'est super, c'est une géniale opportunité, ou à l'inverse, non, j'ai pas envie, je suis déprimée, je vois tout en noir parce que je suis dans le bas de ma vague, Mmh. et arriver à quelque chose de plus neutre pour éviter de regretter des décisions précipitées. OK. Bah, écoute, on peut, je pense, passer, On passe au projecteur? au projecteur. Allez. Ça marche. Donc, les projecteurs, c'est 20% de la population. On n'est plus dans cette énergie constante. Ça, c'est vraiment le mot-clé, cette durabilité de l'accès à l'énergie. Eux, c'est vraiment des êtres qui sont là pour être avec un grand E.
c'est les guides, les conseillers, les enseignants, les managers. C'est des gens qui sont là pour transmettre une perception et une vision du monde qui leur est propre. C'est des accompagnants, souvent. Alors, le Human Design nous dit jamais quel métier on est là pour faire, hein. C'est pas du tout l'idée, mais c'est comment utiliser son énergie. Alors, d'un côté, on a vu, on a 70% de la population qui sont des ébulons énergétiques et qui sont là pour tout dépenser Les et pour achievers. être un peu enfant des achievers, des besogneux et qui doivent veiller à ne pas se retrouver à utiliser leur énergie pour les autres. Et à l'inverse, sur les projecteurs, on est sur des encadreurs d'énergie. C'est des gens qui ont une capacité, une sensibilité immense et particulière, en fait, qui leur donne la capacité de sentir les autres, de sentir les fonctionnements des autres, le fonctionnement des systèmes, le fonctionnement d'organisation, et de mieux l'accompagner, de mieux optimiser les choses. C'est des gens qui ont une énergie qui est inconstante. Donc, contrairement aux 70% de la population où ça s'auto-entretient, je m'endors et puis ça se renouvelle le lendemain matin, c'est à fond, etc. C'est pas le même fonctionnement pour les projecteurs. C'est une énergie qui est fluctuante, qui est variable. Et en fait, c'est des gens qui sont là pour se détacher, en fait, détacher de leurs sensations, leurs sentiments de valeur de ce qu'ils sont capables de faire. Mais c'est pas facile parce que 70% de la population est dans le faire. Et c'est des gens qui, quand ils font ce qu'ils aiment, ils peuvent jamais s'arrêter de faire quasiment. C'est pas le cas des projecteurs, mais qui passent finalement une bonne partie de leur vie à penser qu'il y a un truc qui cloche chez eux, puisqu'ils sont une minorité. Et eux, en fait, ce qu'ils sont venus apporter au monde, c'est ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils perçoivent. Mais c'est pas ce qu'ils créent ou ce qu'ils font nécessairement. Et en fait, le monde du travail, par exemple, est tellement homogénéisé, tu vois, 40 heures par semaine, 5 jours sur 7, même plus que ça, le week-end, même le monde de l'entrepreneuriat, tu vois, oh là là, on est là à fond, on s'arrête jamais. C'est pas un fonctionnement de travail et d'utilisation d'énergie qui convient au projecteur. Et c'est justement là où faut bien que les personnes qui nous écoutent prennent conscience de ça, où on se dit, on est 70% de la population, à un moment donné, va avoir un mode de fonctionnement qui va être sur le faire, pour le coup. Et quand on peut peut-être, si vous vous retrouvez dans la description que dit Mélissa, sur des choses où vous avez des énergies plus fluctuantes, et en fait, on se retrouve pas forcément dans ce côté d'accomplissement, on peut se sentir en marge, on peut éventuellement se comparer, et on verra ça justement dans le débrief de tous les profils, ouais. Et en plus, c'est vraiment, c'est 20%, c'est une minorité, mais c'est aussi, c'est assez nombreux, tu vois. Donc, on les retrouve partout et dans le monde du travail, ils sont dans toutes les entreprises. Et moi, j'en connais beaucoup, que ce soit mes clients ou que ce soit dans ma vie personnelle. Et ils sont extrêmement sensibles au burn-out. Ils ont un corps qui leur laisse pas vraiment de chance s'ils sont en train d'utiliser leur énergie à mauvais escient et en train d'essayer de fonctionner et d'être dans l'illusion d'être un super générateur ou super manifesting générateur, à vouloir compenser, surcompenser. On les retrouve très souvent sur le carreau victimes de burn-out, ce qui finalement, même si c'est pas quelque chose qui est souhaitable, représente pour la plupart des gens que moi je connais, avec qui j'échange à ce niveau-là, une opportunité de se remettre sur les rails, en fait. Un vrai, c'est notre corps qui vient nous rappeler qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'il est temps de changer de fonctionnement. C'est ça, et c'est le but de l'outil, justement, de replacer un petit peu l'ignorance de la connaissance de soi par un peu plus de connaissance. Et en tout cas, c'est le but de ton partage. Donc, ouais, pour continuer du coup sur le projecteur. Alors, la stratégie du projecteur, puisque donc on l'a dit, hein, tous les types ont une stratégie de fonctionnement, c'est d'être reconnus et invités dans les opportunités. Parce qu'en fait, ils ont une vision du monde et une énergie qui est tellement perçante, hein, c'est ça qui leur permet de guider les autres, c'est parce qu'ils pénètrent profondément dans l'énergie de l'autre. C'est un peu comme s'ils se branchaient, tu vois. Et du coup, ils perçoivent des choses. Mais c'est pas une énergie qui est faite pour tout le monde. Ils perçoivent l'énergie de façon tellement profondément, ils savent intuitivement comment optimiser, comment guider, comment conseiller. Mais en fait, pour aller justement réserver leur précieuse énergie pour les bonnes personnes, ceux qui doivent recevoir leurs conseils, ceux qui doivent recevoir leur accompagnement, leur énergie, ce qui marche en fait pour le projecteur, c'est d'attendre que ces personnes-là, désireuses de recevoir leur énergie, sous quelle que soit la forme, en fonction de ce qu'ils font dans la vie, en fonction de si on parle de la vie perso, professionnelle, peu importe. Donc les gens reconnaissent le projecteur et invitent le projecteur à utiliser son énergie avec cette personne. Donc ça concerne pas toutes les petites choses de la vie. On n'attend pas une invitation pour aller faire ses courses ou mettre de l'essence dans sa voiture, hein. On parle de choses importantes, de domaines importants, la carrière, la vie amoureuse, l'emménagement avec quelqu'un, etc. Mais
Voilà, c'est là où c'est tous les domaines où il y a un lien et une dépense, un investissement de l'énergie vers l'autre. Donc, un projecteur n'a pas besoin d'une invitation pour ouvrir un site web, pour démarrer une formation, etc., puisqu'il est dans son énergie. Il est tout Mm. seul impliqué. Dès lors que ça implique d'autres personnes et l'investissement de l'énergie et de la guidance du projecteur, c'est bien plus confortable d'attendre que les opportunités viennent directement à soi plutôt que d'être dans le démarchage, dans la prise d'initiative, dans le côté un peu pushy, tu vois. Mhm. Et justement, tu vas nous dire que bah, là, pour les personnes qui nous écoutent, on va se dire, ouais, mais du coup, je vais peut-être rester passif dans cette chose-là. Et Mm. c'est à ce moment-là que tu me dis, ben voilà, finalement, la stratégie de Projector, lui, par contre, c'est pas d'être passif, au contraire, c'est de pouvoir se montrer, si tu peux Mm. développer. Ouais. En fait, c'est vrai que ça paraît très contre-intuitif parce qu'on ne sait pas ce qu'on nous enseigne. Hein. Comme je le disais déjà, même pour les générateurs et manifesting générateurs, on nous dit, on nous éduque à prendre l'initiative dès les recherches des premiers jobs étudiants. Tu vois, débrouille-toi, démarche, envoie des candidatures spontanées, frappe aux portes. Euh, et en fait, ça convient pas à l'immense majorité de la population. Et le projecteur, notamment, c'est vraiment l'inverse de ce qui lui convient. Mais quand moi je parle avec des projecteurs, déjà ils entendent le mot démarchage, ça les met mal dans leur corps. Hein. Je crois que j'ai jamais dit ce mot en présentant un projecteur qui m'a pas dit oh, je Mm. suis vraiment pas faite pour ça. Et quand ils sont commerciaux sur des anciennes méthodes de marketing, etc., ils se retrouvent pas, ils sont pas bien, ça fonctionne pas. En réalité, l'idée, c'est pas d'être passif et d'imaginer que caché dans ma cave, euh, les gens viendront par magie me trouver. Ça peut Ouais. arriver, j'ai des anecdotes, mais c'est pas le fonctionnement idéal parce que Mm. pour que les choses se passent, il faut que le projecteur justement partage cette fameuse vision de la vie, cette perception, ces connaissances uniques. Les projecteurs, c'est des gens qui ont toujours des domaines qui sont en train de creuser, d'investiguer, de développer leur expertise. Et l'idée, c'est de justement de partager ça au monde, quelle que soit la forme que ça prenne. Donc, les réseaux sociaux, c'est une vitrine merveilleuse pour les projecteurs qui sont à l'aise avec ça, mais c'est pas exclusivement Oui. les seuls moyens qui existent. Moi, j'encourage toujours mes clients à partager, que ce soit même dans leur cercle amicaux. Ça leur paraît presque insignifiant, mais en fait, Mm. plus ils partagent et plus ils sont visibles. Et attention, il faut que ce soit vraiment authentique. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà rencontré des projecteurs qui partageaient, mais sans, entre guillemets, la seule expression qui me vient, c'est sans montrer de quelle voix ils se chauffent, tu Mm. vois. Et juste aller recopier des citations d'autres personnes ou se cacher. Non, il est Ouais. important pour que ça marche, pour que cette géométrie d'énergie qui doivent se Mm. rencontrer et solliciter les énergies des uns et des autres, il faut que les personnes puissent s'identifier, il faut que les personnes puissent raisonner avec le discours, avec Mm. l'énergie. Donc, il faut qu'on le voit, il faut qu'on l'entende, il faut qu'on sache ce qu'il a à partager, qui il est, enfin, ce genre de choses. Et ça, quand le projecteur fait ça, en fait, il attire naturellement à lui les bonnes personnes. Et ça demande beaucoup de confiance parce que je reconnais que c'est absolument pas ce qu'on nous indique. Bien sûr, et surtout tout est dans le mot, finalement, ça me fait-il dans le disant, sur l'aspect projecteur, projeter son énergie afin de Mhm. pouvoir que les personnes ben, demandent justement cette énergie-là. Et encore une fois, pour Mm. tous ceux qui nous écoutent, là, on parle des choses sur l'être et l'énergie. Donc, à un moment donné, il n'y a pas c'est tout du domaine du ressenti, du vécu en fonction des situations éventuellement que vous avez pu vivre. Donc Mm. voilà, encore une fois, rien n'est exhaustif et on doit rentrer pour être plus précis dans le design, parce que c'est sûr Oui. que je me retrouve dans certaines choses que tu dis, mais en l'occurrence, pour mon cas, ça va pas être forcément mon type pour autant. Mm. Mais encore une fois, si vous vous retrouvez, vous dites, OK, encore une fois, je remets les bases, c'est une grille de lecture, en aucun Mhm. cas, c'est le but de vouloir mettre dans une case pour X raisons. C'est encore une fois mieux se Ouais. comprendre et aller plus loin dans cette démarche. Alors, j'ai deux choses, tu vois, qui résonnent par rapport à ce que tu dis, que j'ai envie de partager. La première, c'est que le human design, si on se sent mis dans une case, si on se sent limité, si on a l'impression, est-ce que j'ai le droit de faire ça du coup? Est-ce que nanana? Pour moi, c'est on n'a pas bien compris l'info, ou Ouais. elle n'a pas été bien transmise. En aucun cas, c'est un outil qui est limitant. C'est un outil qui est là pour nous empuissancer, au contraire, pour nous remettre dans notre magie, nous aligner. Si vous vous sentez limité en écoutant, mis dans une case, c'est que soit c'est pas le moment, soit c'est pas Mm. la bonne personne pour transmettre les infos, soit voilà. Mais on se laisse pas enfermer parce que c'est en aucun cas l'idée de cet outil. Mm. L'autre chose que ça m'évoque quand tu dis que tu vois, toi, tu te reconnais dans certaines parties quand on parle du projecteur. Pour la petite anecdote, euh, on est tous constitués de forces, d'atouts, d'énergie, etc., d'aspects et de configurations qui vont bien au-delà de notre type. Mhm. Et en fait, on a tous à l'intérieur de nous, enfin pas tous, mais
très souvent, l'immense majorité des aspects qui sont disponibles dans les configurations qui existent, à peu près, je crois, 60 à 70% Mmh. de ce qu'on peut trouver sur un schéma, a tendance à se comporter en nous comme un projecteur. C'est-à-dire que même si tu n'es pas projecteur, il y a certains aspects de toi qui, Mmh. pour s'exprimer au mieux, doivent attendre d'être sollicités et invités, alors que D'accord. tu n'es pas projecteur. Mais pour cette petite partie-là, ça marche mieux si tu attends d'être reconnu et invité, tu Mmh. vois. C'est pour ça. Et toi, c'est ton cas, comme on va faire une séance ensemble, Mmh. j'ai déjà ton schéma et je sais que tu portes des énergies qui sont ce qu'on appelle des énergies projetées, donc qui D'accord. se comportent comme un projecteur. Donc quand on a ces aspects-là, c'est très souvent le cas, quand on est OK. conscient de ces parties-là de nous, qu'on se dise: «Ah tiens, ça me parle, d'attendre l'invitation», parce qu'on sait qu'il y a des parties de nous que ça se passe Mmh. mieux quand on attend, Mmh. D'accord, OK. qu'elles soient sollicitées. Ça marche et du coup, donc pour, a priori, le projecteur, tu avais terminé si je Ouais, ouais, OK. on passe à Hem, la suite. Ensuite, le manifestor. Alors les manifesteurs, c'est 9 de la population, donc c'est nous. Voilà, on est une minorité et pourtant là, on s'est retrouvés réunis. Alors là, Effectivement. pour le coup, depuis le début, tu vois, quand je dis qu'on est tous éduqués à initier, à prendre le taureau par les cornes, à pousser, à enfoncer les Mmh. portes, et cetera, et que c'est absolument pas fait pour, l'immense majorité des gens et qui, eux, ont une stratégie de fonctionnement qui leur permet de vivre, des opportunités qui leur conviennent bien mieux quand elles arrivent d'une autre manière. Pour le coup, le manifesteur, ce sont les vrais initiateurs. Donc, c'est eux qui sont là pour prendre l'initiative, lancer des mouvements, faire bouger les choses, innover, sortir des sentiers battus, impacter par leur énergie. C'est des personnes qui ont un immense besoin d'autonomie, de liberté, de créativité, de renouveau, de changement. On les retrouve d'ailleurs souvent en tant qu'entrepreneurs parce que c'est un cadre qui permet à la fois cette liberté, cette autonomie qui permet l'innovation, qui permet la créativité. Mais comme on en parlait tous les deux, c'est absolument pas exclusif. Le manifesteur peut être très heureux en entreprise du moment qu'il a suffisamment d'espace de liberté et de prérogatives. C'est vrai que c'est des gens qui ont beaucoup de mal à être contrôlés, qui ont beaucoup de mal à ce qu'on leur dise quoi faire. C'est le pire cauchemar du manifesteur, entre guillemets. Donc, s'il est micromanagé, qu'on lui souffle dans la nuque toutes les 5 minutes, ça peut ne pas convenir. Mais s'il a de l'espace de faire parler sa créativité et sa liberté, ça peut très bien se passer en entreprise. Le manifesteur, on le retrouve aussi avec le même fonctionnement que ce que j'ai décrit au niveau des variabilités énergétiques, de l'accès à l'énergie, à la force de travail, à la force de vie, à la productivité. Comme le projecteur, ça va, ça vient. Donc, c'est très important de se retrouver aussi dans un cadre qui ne nécessite pas de se comporter comme un générateur ou un manifesting générateur avec cet accès durable et stable à l'énergie parce que c'est pas non plus quelque chose qui est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour le manifesteur. Mmh. Lui, il va avoir des pics énergétiques très caractérisés avec des grosses phases de productivité, de croissance énorme, de créativité et on est à fond et on abat un travail de dingue et pouf, d'un coup, ça redescend et on a l'impression qu'il n'y a plus rien sous la pédale. Et ici aussi, on peut se juger, penser que c'est nous qui avons un problème, on est encore sur une minorité, hein. Mmh. Ne pas comprendre en plus pourquoi la semaine dernière j'étais à fond et là j'y arrive plus. Et en réalité, c'est ce qu'on demande aux manifestants d'honorer en fait, de respecter les pics créatifs, les élans, les pulsions. On fonctionne comme ça en fait. Nous, on ressent un élan d'agir qui nous pousse à l'action. On honore cet élan tant qu'il est là. Et puis quand la source se tarit, c'est le moment de se reposer pour pouvoir mieux accueillir la prochaine vague de créativité, de productivité qui arrivera. Ouais, c'est clair, c'est complètement ça, en tout cas et c'est pour ça qu'il y a une sensibilité, on va dire, à l'indépendance parce que, en tout cas, par l'entrepreneuriat, entre autres, parce que, bah, Mhm, il y a ce pouvoir de pouvoir, bah, manager, en fait, son énergie quand bon semble, en tout cas pour avoir eu déjà des expériences de ce type-là et c'est exactement ce que tu dis. Donc pour les personnes qui se reconnaîtraient, pour le coup, dans cette mouvance et encore une fois, comme tu l'as dit, ça ne définit pas en soi dans quoi on va mettre son énergie, mais plutôt mhm, on peut l'exprimer c'est plutôt l'expression de notre énergie, comme, tu le mhm. mentionnes et bah, pour les personnes qui se retrouveraient dans ce côté manifestor, bah, de dire: «Et les comme je dirais: «Les gars, c'est normal». C'est je veux dire, ça fait partie du process et encore une fois, mieux se connaître, c'est pouvoir mieux, exploiter son potentiel. Il y a d'autres choses aussi qui sont intéressantes au niveau du manifesteur. Je serais curieuse de savoir si toi tu te retrouves là-dedans. C'est qu'en fait, le manifesteur a une aura qui est tellement une énergie, qui est tellement spéciale, impactante,
parfois polarisante, hein, qui met Mmh. pas tout le monde d'accord et c'est normal. C'est l'impact en fait hein, que les gens sentent qui permet justement de donner vie à ces nouveaux mouvements, à ce qu'on crée, etc. C'est juste une aura qui est protectrice entre guillemets, mais qui du coup éloigne certaines personnes et en attire d'autres. Et ça Mmh. peut être difficile à comprendre quand on est un enfant, un ado et même après un adulte manifesteur, parce qu'on sent très bien qu'il y a quelque chose vibratoirement qui connecte avec certaines personnes et qui ne marche pas du tout avec d'autres et qui divise même. Toi, tu le sens ça? Bah, ça me fait penser en fait à une phrase qu'on m'a déjà dite, que Mmh. la dernière personne que j'ai interviewée, hein, qui s'appelle Joël Guillon, qui m'a dite justement un jour en formation, c'est assumer son ambition, c'est assumer sa puissance. Et Mmh. c'est exactement ça, de pouvoir se dire, bah en fait, je sens que je suis justement, j'ai ce côté polarisant, comme tu dis, et en Mmh. même temps, ça demande un travail sur soi, de se dire, mais c'est aussi ton pas ton devoir, mais ton aspiration que de l'assumer, en fait. Et Mmh. du coup, c'est effectivement, en tout cas, la direction de ce podcast, de pouvoir se dire, ben voilà, il y a des thématiques qui peuvent parler, et dis-moi si c'est le cas pour toi, sur l'excellence, sur l'ambition, sur le fait de vouloir faire mieux, d'avoir un impact. Et c'est vrai que de dire, on peut vite avoir cette consonance à dire, bah effectivement, vous voyez, ce que j'ai envie de réaliser, on va dire, c'est conséquent, et d'oser le dire, de dire, eh ben, en fait, j'ai envie de pouvoir impacter mon environnement, on va dire, de manière très large, avec, Mmh. euh, avec mon service, avec mon produit, avec mon message, etc. Et bah, c'est vrai que de passer de cette étape de je le sens à je le fais, je l'assume, et puis Mmh. suivez-moi si vous avez envie. Mmh. C'est vraiment Mmh. ça je trouve le cap à passer pour ce Ouais. public-là. En tout cas, là, je Mmh. parlais de moi. Ouais. Non, non, mais c'est tout à fait ça. Le mot puissance, il est clé. Alors, on est tous moi, je pars du principe qu'on est tous dans notre puissance et que plus on incarne, notre vérité et plus on fait briller notre puissance. Mais c'est vrai que d'un point de vue énergétique, quand je parle d'impact, Mmh. l'aura du manifesteur, il y a une puissance que justement les autres ressentent. Mmh. Comme on parle d'énergie, on n'est pas dans la personnalité, hein, on n'est même Mmh. pas dans l'échange. C'est-à-dire qu'un manifesteur qui rentre dans une pièce, ça se sent. Et encore une fois, moi, j'en profite pour parler d'un thème qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il y a des gens qui me disent: «Je me retrouve pas en tant que manifesteur, moi j'ai pas une forte personnalité». Mmh. Mais je parle pas d'une personnalité bulldozer, Ouais. c'est pas ça. Il y a des manifesteurs qui sont extrêmement doux, extrêmement, dans une énergie, yin, féminine et Ouais. cetera. Il faut pas s'imaginer qu'on parle de feu, qu'on parle de yang, qu'on parle d'agressivité. Ça peut. Tu vois, moi particulièrement, en plus, quand on cumule à mon thème astral, moi je me retrouve dans cette énergie assez masculine, assez feu, assez bulldozer. Et il se trouve que je suis manifesteur, mais c'est pas toujours le cas. Il y a Ouais. des manifesteurs qui sont vraiment dans une énergie et pourtant, malgré cette douceur apparente, il y a un impact que les autres sentent et il y a une Mmh. puissance. Et justement, ça m'amène à la stratégie. Ouais. La stratégie du manifesteur, elle est double entre guillemets. Sa vraie stratégie, c'est de prendre l'initiative. Mais on a rajouté, entre guillemets, une stratégie artificielle pour que tout ça se passe mieux socialement, qui consiste à informer. Donc, ce qu'on trouve sur les sites, les logiciels, etc., on voit informer. Mais moi, je préfère spécifier que la stratégie, ce qu'on est venu faire, c'est initier. Et pour que ça se passe bien, on informe avant de passer à l'action. Parce qu'en fait, justement, comme cette énergie, elle est très puissante, elle n'est pas faite pour tout le monde, elle bouscule, elle peut diviser. C'est tout Mmh. à fait juste, c'est pas personnel, c'est bien fait, mais ça peut perturber. Et en fait, par respect pour les relations, pour la communication, pour l'harmonie énergétique, en fait, avant d'agir, étant donné que leur énergie peut avoir des conséquences sur les autres et que le manifesteur par nature n'a pas trop tendance à comprendre ça, il est tellement dans son truc, tellement, dans son un peu sur son trajet, tu vois? Genre, j'ai eu un élan d'agir et boum, j'ai grimpé dans mon train, je suis partie à fond et je ne prends pas conscience qu'il y a des arrêts, il y a des arrêts, par exemple, que mon train, il y avait toute une liste d'arrêts, il y a des gens qui attendent sur le quai. Ouais. Et en fait, informer, ça revient juste c'est pas et contrairement à ce que beaucoup de manifesteurs peuvent penser, ça n'est pas demander la permission. Parce que ça, c'est la grande peur du manifesteur, être contrôlé, être empêché et il a l'impression que quand on lui dit informer, revient à demander la permission et à potentiellement s'exposer à être ralenti, freiné, empêché, contrôlé. Mmh. Alors que c'est pas ça. Ça revient simplement à partager, à tenir les personnes autour de soi dans la boucle. Je m'apprête à faire ça, je vais faire ça. Ça peut être tout aussi bête que, tu vois, toi, en tant que père de famille, je rentre plus tard ce soir,
Ah bah finalement j'ai oublié un truc, je m'en vais, je reviens. Le manifesteur, il est Hmm. tellement indépendant, tellement autosuffisant dans sa puissance que toi, tu t'aperçois qu'il manque un truc dans le frigo, tu te casses, t'es déjà dans la voiture, t'as oublié de prévenir qui que ce soit. C'est une caricature, mais c'est vrai, en plus, ça arrive, hein, c'est archétypal du manifesteur. Et en fait, à toutes les échelles, que ce soit cette petite échelle de la course à faire ou bah, j'arrête mon boulot ou je démarre autre chose, etc., simplement Ouais. prendre le temps de garder les personnes qu'on aime, les personnes qui sont autour de nous, les personnes qui peuvent être en fait potentiellement impactées Hmm. par cette énergie-là, le résultat de ces actions. Et c'est une question de respect et surtout, ça permet de manifester en paix. Ce que cherche le manifesteur, c'est qu'on lui foute la paix. Et quand il informe, c'est ce qu'il reçoit. Hmm. Je sais que ça paraît pas intuitivement logique, et pourtant c'est ce qui se passe. Et Bah, ton expérience soit autour de l'informer. oh bah moi j'en rigole parce que je me retrouve évidemment dans plein de situations et plein de cas que j'ai déjà pu faire et voilà je me suis rendu compte justement sur le fait d'informer que justement ça peut être aussi un biais pour bah, les autres pour dire bah en fait si vous avez envie de venir je vous empêche pas, au contraire c'est de pouvoir Oui. accompagner ce flow-là ou en tout cas cet élan Mhm. de pouvoir se dire bah en fait je sais que factuellement y arriver tout seul et faire le fameux self-made, Uh-huh. Ouais. c'est à un moment donné, non, ça va pas forcément être, possible dans ce sens-là. Par contre, Mhm. bah, de se dire: «Ben, en fait, moi, j'ai cette pulsion-là, j'ai cet élan et je vais le faire quoi qu'il arrive». Je dis et le fait d'informer et ben, c'est au contraire, je pense, le but, en tout cas, petit à petit, j'en prends conscience, que, ben, il y a des gens qui peuvent y prendre part avec leur force, avec justement leur, énergie Complémentarité. eux, leur complémentarité, voilà et du coup, ça en fait quelque chose de fort, du coup, parce que tout le monde va se retrouver Mhm. à, sa place, que ça soit dans une équipe, dans une entreprise, peu importe, quoi. C'est tout à fait vrai, tu vois, c'est une très, très bonne analyse. Hem, le manifesteur qui est réfractaire à informer parce qu'il a peur d'être empêché, se prive en n'informant pas de rallier l'énergie. Parce que Mmh. c'est aussi la mission du manifesteur, c'est une personne qui est là pour rallier l'énergie et en partageant ce que tu t'apprêtes à faire, comme tu dis justement, tu permets aux personnes concernées, attirées, et bien de participer et de t'apporter, justement une énergie au long cours, peut-être que nous on n'a pas, tu vois? Et la phrase, moi j'aime bien dire que alors c'est pas «qui m'aime me suive», mais c'est «qui résonne me suive» en fait. Intéressant, Ça, c'est la phrase du manifesteur. Parce que pourquoi intéressant. pas aimer? Parce que c'est pas personnel, parce qu'on parle d'énergie. Donc j'essaye de sortir les gens du fait que c'est aimer ou pas aimer, on m'aime pas. Non, moi les gens que je «repousse» entre guillemets en tant que manifesteur, les gens qui viennent pas vers moi naturellement et je le sens, c'est pas de l'amour ou pas de l'amour. Ça remet pas en question mes qualités et ma valeur en tant qu'être humain, c'est de l'énergétique. Ouais, encore une Et fois, on ça, c'est se difficile hein, à comprendre. Même moi, hein, je le ressens encore aujourd'hui quand je suis victime entre guillemets de mon énergie de manifesteur et que je vois qu'il y a des gens qui sont pas ouais, attirés par moi, etc. J'ai tout de suite ce réflexe hyper humain de me dire ah, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai pas assez souri, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. ouais, Je le prends encore personnellement. Mais le design m'aide à relativiser. On ne ouais. parle pas d'amour et d'affection. On a tous besoin d'être aimés, mais là, on parle d'énergie. Hein, c'est juste un autre monde. On en revient à ce que tu disais sur l'aspect, ce n'est pas de la personnalité et ça Et oui, revient à, il y a rien de personnel. C'est le fameux truc, il y a rien de personnel, mais c'est il n'y a rien de voilà, c'est le personnel. côté énergie et c'est cool parce que ça remet du coup, les choses à leur place et ça donne, comme tu le dis souvent, les personnes qui pourraient, venir, te voir en accompagnement ça donne la permission à être finalement ce qu'on a envie d'être. Exactement. OK. Il nous reste les réflecteurs. Oui. Donc là, on est sur 1% de la population. Donc on est sur une minorité de chez minorité. Ils partagent avec les projecteurs et les manifesteurs l'inconstance de l'accès à l'énergie. Et ils ont comme spécificité, en fait, d'être de véritables miroirs. Donc c'est des êtres qui sont extrêmement sensibles et réceptifs à l'énergie qui les entoure, que ce soit l'énergie des lieux, l'énergie des gens. Tout ce qui se passe autour, en fait, ça les pénètre profondément. Et eux, en tant que miroir, le reflètent vers l'extérieur après l'avoir échantillonné. Donc il y a une véritable richesse et une profondeur et surtout une objectivité en fait. Et via leur comportement, via leur attitude, leur vision, leur état de santé aussi, leur état d'épanouissement, leur état de joie, on peut être en capacité de voir en fait s'ils sont dans le bon environnement ou pas. Là aussi, rien n'est personnel. Ce qui se passe quand un réflecteur ne se sent pas bien, n'est pas bien dans sa vie, etc., le plus souvent, ça n'a rien à voir avec lui. Ça parle de l'environnement, de la famille, de la classe, du boulot, de l'équipe, Mmh. peu importe.
on les compare souvent aux canaris dans la mine de charbon. Je sais pas si tu connais cette expérience, tu sais, où on envoie le canari pour voir si c'est respirable pour les mineurs. D'accord. Et en fonction de comment il ressort, on sait si l'état de la mine est OK ou pas. Bah, c'est un peu ça. Euh, ça nous permet d'évaluer l'état d'avancée d'un projet, l'état d'alignement d'une communauté, d'un groupe, en fonction de l'état du réflecteur. C'est des gens qui ont une identité qui est extrêmement fluide. Alors, ce que je vais dire, ça s'applique à toi aussi pour le coup. Quand je parle d'identité, c'est pas exclusif au réflecteur. Toi, par exemple, c'est ton cas aussi. Tu as une identité extrêmement fluide, mais pour eux, c'est toujours le cas. Alors que c'est pas le cas pour tous les manifestants. Toi, c'est une spécificité chez toi. Ok. Et eux, en fait, c'est le cas chez tous les réflecteurs. Ils sont des vrais caméléons identitaires. Ils s'adaptent à l'environnement qui les entoure et en fonction des personnes qu'ils fréquentent, ils vont se sentir bien différents de jour en jour. Et eux, il y a une spécificité, alors là pour le coup c'est plus comme toi, qui non seulement leur identité est fluide, mais en plus au fil des cycles lunaires qui Ouais. durent environ 28-29 jours, ils vont se sentir, et ça c'est prévisible en fait, puisque le cycle de la Lune on le connaît, on sait quel jour elle est comment, etc. Et en fait le réflecteur peut suivre son ressenti identitaire, son ressenti énergétique en fonction de l'avancée du cycle lunaire. Et donc, il y a des moments, ils vont se sentir plus comme un projecteur, à d'autres moments plus comme un manifesteur ou comme un générateur. Et donc, la clé d'alignement du réflecteur, une des clés, c'est de s'autoriser, se donner la permission de changer, d'être fluide, d'évoluer et de jamais, au grand jamais, essayer de s'enfermer dans des cases identitaires, dans des cases rigides de qui je suis et de le définir, tu vois, une bonne fois pour toutes. Ça, c'est pas possible. Et eux, ils ont vraiment besoin, comme je le disais, il y a cette sensibilité, d'être très ferme et très sélectif dans les environnements qu'ils fréquentent, puisque comme ils vont ressentir tout ça profondément et l'exprimer vers l'extérieur, c'est important qu'ils s'autorisent à quitter un lieu, un endroit qui ne leur convient pas et qui, au contraire, mettent beaucoup de soins à se sentir profondément bien dans les lieux qu'ils fréquentent, surtout de façon chronique, donc leur maison, leur bureau, etc. Et leur stratégie, c'est justement liée à la Lune, c'est d'atteindre un cycle lunaire pour prendre des décisions importantes. Donc un cycle lunaire, c'est environ un mois. Et c'est des gens qui ont un processus qui est extrêmement lent, qui n'est pas forcément facile à vivre dans la société tellement société d'urgence et d'immédiateté dans laquelle on vit. Alors ça concerne bien sûr les décisions majeures, mais ce qui se passe, c'est qu'au fil du mois, leur ressenti intérieur évolue en fonction des activations que la Lune vient réveiller dans leur schéma, et ça les amène à plus de clarté dans leurs décisions. Et la précipitation, l'urgence, se sentir pressé de décider, c'est vraiment le pire ennemi du réflecteur. Donc moi, je sais que tout ne peut pas, il y a beaucoup de décisions qui peuvent pas être repoussées sur un mois. Quand on cherche un appartement, quand on veut accepter un boulot, etc. Mais donc moi, je conseille pas enfermer les choses. Encore une fois, c'est pas fait pour nous limiter. Donc si un mois c'est pas possible, on se laisse un maximum de temps. Et on s'autorise à rectifier une décision si on a eu peut-être qu'une semaine et que quelques semaines après on réalise qu'en fait ça colle pas. Eh bien on ne se flagelle pas et on s'autorise en fait. On comprend grâce à ça parce que c'est un processus qui est extrêmement rare, qui paraît complètement dingue quand on en entend parler nous, mais pour le coup eux se retrouvent énormément là-dedans en fait et souffrent de cette société tellement rapide qui ne leur convient pas pour la prise de décision. Ok. Et justement, pour ajouter à ça, c'est finalement, et ça c'est pour tout, finalement, les profils énergétiques qui vont être finalement, les types, pardon, énergétiques qui vont être, on adapte en fonction de soi la mise en pratique. Je parlerai pas de stratégie parce que sinon ça va un peu influencer avec ce qu'on a déjà dit, mais mélanger les pinceaux. Voilà, mais vraiment l'aspect comment au quotidien je vais mettre en pratique ça. Est-ce que du coup tu avais terminé avec le réflecteur ou pas? Ouais. Okay. Justement, du coup, je voulais rebondir par rapport à ce que je disais, le côté mise en pratique. Il y a un post justement qui m'a grandement parlé sur ton compte Instagram qui était le moyen de diffuser son message. Évidemment, ça me parle moi aujourd'hui sur l'aspect plutôt marketing de la chose, son positionnement. Et finalement, de voir dans les choses vraiment les plus pratiques à mettre en place, finalement, quelle posture je vais adapter par rapport à certaines choses. Également, finalement, moi, ce que ça m'apporte, cet aspect du human design, ça va être, au-delà de la connaissance de soi, c'est de finalement dire, tout le monde a sa place, faut-il encore la connaître et déjà la chercher pour pouvoir la trouver. Et oui. Quels seraient, toi, du coup, ou plutôt la question, ça serait, quels sont les enjeux
Qu'est-ce que ça pourrait apporter de connaître son design aujourd'hui et OK. l'importance qu'il a à le connaître? Eh bien, ce qu'on évoque en fait depuis le début, cette notion de fonctionnement, cette notion d'unicité. Connaître son design, c'est le meilleur outil pour Mmh. pouvoir se respecter. Enfin, en tout cas, c'est le meilleur outil que moi j'ai trouvé parce qu'il regroupe à la fois, des informations qui sont d'une précision, rare et pour le Mmh. coup, je me suis intéressée quand même à pas mal d'outils de connaissance de soi. Des informations qui sont à la fois accessibles de notre conscient, des informations qui sont plus inconscientes, auxquelles on n'aurait pas accès, par exemple, si on répond à un test de personnalité puisqu'on répond avec son conscient. Et donc toute cette richesse permet justement, via toutes ces informations et pour moi la clé c'est surtout les informations, ça nous donne en termes de prise de décision, hein, parce que c'est vraiment la soupape, c'est la fondation, principale du human design, c'est prendre des décisions ajustées qui respectent notre mécanique énergétique, qui Mmh. respectent notre fonctionnement naturel, de manière à vivre avec plus d'aisance, plus de fluidité. Ça permet, de savoir, cultiver, recevoir, reconnaître, justement grâce à l'autorité, les bonnes opportunités. Parce que notre mental, il peut considérer que quelque chose qui se présente est une bonne opportunité, mais notre corps nous donnera, une indication totalement différente. Mais si on n'est pas capable de savoir qu'un nœud dans le ventre, par exemple, pour un générateur ou un manifesting générateur, c'est un grand non et Mmh. que c'est forcément quelque chose vers lequel il ne faut pas aller, si on ne le sait pas, c'est très facile de suivre la tête, c'est tellement Mmh. puissant. Et c'est tellement ce qu'on nous indique depuis notre naissance. Donc non seulement il faut savoir cultiver les opportunités, et on l'a vu déjà rapidement avec l'équipe, on n'est pas du tout fait pour les cultiver de la même manière, Mmh. mais ensuite, quand elles sont devant nous, qu'elles sont créées, il faut être capable de reconnaître celles qui nous conviennent ou pas. Ça permet de se détacher des attentes et des pressions sociales que l'on subit tous, hein, Mmh. quelle que soit notre famille d'origine, quels que soient certains plus que d'autres, mais on est tous conditionnés et ça influence souvent nos choix. Ça nous coûte beaucoup d'énergie d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Pour avoir essayé, je parle en connaissance de cause. Ça permet, c'est un outil qui est extrêmement puissant aussi en termes de relations, relations amoureuses, familiales, amicales, Mmh. professionnelles. Moi, j'en parle très, très souvent, en séance ou sur les réseaux, enfin, dès que j'en ai l'occasion. C'est que, ouais, c'est la base de connaître son design Mmh. et non seulement de le connaître, mais de le mettre en pratique. Parce que ça, je le répéterai jamais assez. Connaître le design intellectuellement n'a absolument aucun intérêt pour s'aligner. C'est juste très stimulant pour le mental, comme d'apprendre l'histoire ou Ouais. j'en sais rien. Mais ça ne, simplement lire sur son design, simplement écouter des podcasts, etc. Si c'est Ouais. pas mis en pratique, ça n'a aucun, aucun enjeu pour la vie, pour mieux se sentir en fait, hein, vraiment. Bien sûr, ça part de soi et que donc connaître et expérimenter avec son propre design, mais que je parle toujours aux gens de l'importance d'aller à la rencontre de tout ce qui n'est pas soi. Parce qu'en fait, il existe des tas de choses que l'on ne peut pas imaginer et l'être humain par nature est très souvent anthropocentré. Tu vois, on imagine toujours que ce qui nous vient facilement doit venir facilement aux autres, que notre façon de fonctionner doit être celle des Ouais. autres, que si nous on y arrive, ils doivent y arriver aussi. Et en fait, le design vient vraiment poser une grille de lecture pour nous montrer tout ce qui n'est pas nous. Et je trouve en ça que c'est un outil de tolérance et d'harmonisation des relations qui est juste inégalé à mes yeux. OK. Bah, justement pour, finir sur, ce que tu dis ça et puis pour pouvoir arriver vers la fin de l'épisode, moi ce que je veux partager justement aujourd'hui, c'est que tout outil finalement n'est qu'un début pour la suite. C'est comme à un Oui. moment donné, un minimum de théorie, enfin on peut pas faire l'économie d'un minimum de théorie pour après arriver sur l'aspect pratique et encore une fois, moi j'appuie ce que tu dis sur l'aspect, on se rend pas compte, mais à quel point finalement ça, au début, c'est l'aspect d'accord, connaissance théorique et intellectuelle. Et pour aller plus loin, justement, on verra ensemble que de se faire accompagner, c'est quelque chose d'essentiel, tout simplement pour se dire, oh, d'accord, mais maintenant au quotidien, comment je vais faire et être, on va dire, pratico-pratique. Mais que maintenant, même pour les personnes qui seraient des plus sceptiques, et encore une fois, vous avez le droit, le but ici, c'est comme moi à la base, c'est comme je dis, des fois, vaut mieux être, tu le bon et le mauvais sceptique, comme le bon et le mauvais chasseur. Tu as la personne qui va, comment dire, se dire: «OK, je ne sais pas si ça marche ou pas, mais je vais essayer quand même». Et à Mmh. la base, je fais partie plutôt de cette catégorie de dire: «Bon, fais voir, regarde un petit peu ce que c'est». Et en fait, de me dire: peu importe, par exemple, cet outil-là, je me suis dit: ça parle tellement, ça va tellement loin dans le détail et ça parle tellement de moi
sur la description, je me dis que factuellement, à un moment donné, il y a une vérité. C'est pas parce que je connais pas forcément tous les ressorts, on va dire, de sa construction que forcément, donc prenez ce que vous avez à prendre et que dans un être complet, l'énergie fait partie intégrante justement d'un être humain et qu'on le veuille ou non, ou qu'on ait conscience ou non au passage, et que voilà, il y a des choses après que j'essaye de pouvoir ramener autant le faire que l'être, que l'aspect scientifique, que d'autres peut-être plus spirituels, mais quand bien même, voilà, c'est de faire, de réunir un peu l'être complet et finalement de pouvoir se déconditionner pour incarner, comme tu le dis, j'aime bien un peu plus sa vérité. Mmh. J'adore ce que tu dis sur le scepticisme naturel. C'est vrai qu'on n'est pas tous, câblés pareil, à ce niveau-là, sur la méfiance naturelle, l'attrait pour le rationnel et cetera et en fait, moi, j'en croise pas, tant que ça. C'est vrai que les gens qui viennent à moi et qui réservent une séance sont forcément, intéressés déjà, hein, le gros effet. Mais j'ai quand même des gens, sceptiques et c'est vrai que moi, je parle souvent c'est vrai que moi-même la première je trouve que les conditions d'arrivée du design sont particulièrement curieuses. Enfin, je veux dire quand on parle de quelque chose de canalisé, c'est pas des choses dont on a l'habitude, c'est pas des choses qui sont, normales pour nous dans ce monde très rationnel, très logique, très cerveau gauche explicable et en réalité, ce que j'invite les gens à se dire, c'est exactement ce que tu dis, d'être un bon sceptique si on est sceptique. De pas prendre les choses pour argent comptant, c'est pas négatif et d'ailleurs il y a beaucoup d'énergie dans le design où on observe des gens qui sont faits pour fonctionner comme ça, donc on n'est Mmh. absolument pas en train de dire de changer ça. Il y a un scepticisme qui est bien, qui est là pour douter de l'information. En revanche, moi ma question c'est pas: «Est-ce que c'est vrai?» Est-ce qu'il avait pris des trucs quand il a entendu sa voix? Est-ce que non, mais probablement, tu vois? Enfin, je veux dire, il y a un moment, voilà. Mais Mmh. mais moi, je suis pour, hein, les expansions de conscience, il y a pas de problème. Mais Ouais, la question, c'est pas là. La question, c'est: «Est-ce que ça me parle?» La question, exactement. c'est: «Est-ce que ça m'aide?» La Ouais. question, c'est: «Est-ce que je l'applique et je me sens mieux?» Mmh mh. Et finalement, est-ce que peut-être il était dans un trip? J'en sais rien, peut-être. Mais en Ouais, attendant, moi, je suis désolée, à ma petite échelle, parce que j'ai pas non plus des dizaines d'années d'expérience avec cet outil, contrairement à certains de mes formateurs, on est tous d'accord pour ouais, constater la précision, la justesse c'est ça. incroyable de cet outil qui, du coup, moi, me fait oublier, est-ce que vraiment il avait pris un truc? Est-ce que vraiment Oui, il voilà, c'est a ça. tu vois? Je sais pas. Qu'est-ce que ça peut faire? On a tellement d'autres trucs à découvrir. Eh Est-ce oui, que ça m'aide? c'est Moi, c'est la ça. vraie question, en fait. C'est Et moi, exactement ça ça. m'aide et ça aide mes clients et ça aide les gens avec qui j'en parle et ça aide des gens qui travaillent et qui l'utilisent depuis des dizaines d'années. Donc moi, ça me va. Et pour finir à ce sujet-là, comme on dit, des fois, est-ce qu'on connaît toute la mécanique d'une voiture pour pouvoir la conduire? Il me semble pas. Donc, Exactement. OK. Justement, quelle est ta vision de l'avenir par rapport à la diffusion de cet outil? Mmh. Alors moi, je suis hyper enthousiasmée, hyper, optimiste par rapport à ce qui se passe. Tu vois, moi, je partage, publiquement sur les réseaux depuis 1 an et demi seulement. Avant ça, j'étais plus en bouche à oreille et cetera et déjà rien qu'à l'échelle, ma petite échelle de partage sur particulièrement Instagram, hein, c'est mon réseau de prédilection. En fait, un monde s'est passé pendant ces 18 mois. Un monde, c'est-à-dire Mmh. que je parlais à un mur. Alors j'avais pas d'audience, c'est vrai, le temps que ça se construise et cetera, mais je parlais à un mur, personne ne savait de quoi je parlais. Les gens arrivaient, parce qu'ils avaient vu de la lumière, ils atterrissaient sur mon compte, mais n'avaient jamais entendu parler du human design. Ouais. Et là, maintenant, on est passé, tu vois, ça tombe bien, au jour où on enregistre. Hier, j'étais sur un post d'une personne qui fait de la méditation. Bon, elle est un peu dans ce milieu-là, attention, hein, on n'est pas allé chez quelqu'un qui fait décoller des fusées. On est dans ce milieu-là, mais dans sa présentation à ses nouveaux followers, c'était voilà, je suis machine, etc. Voilà mon signe astrologique et voilà mon human design. Et Mmh. ça, j'ai pris une grande respiration. Je me suis dit, waouh, ça n'existait pas il y a 1 an et demi en francophonie. Ouais. Ça existait parce qu'on a un retard, entre guillemets, sur le monde anglo-saxon. Donc le design était peut-être où on en est aujourd'hui, ils en étaient là il y a 3 ans. Mmh. Mais j'ai énormément d'espoir et je constate avec beaucoup de joie la diffusion incroyable de cet outil, la popularisation à laquelle je travaille chaque jour et je suis pas Ouais. seule pour le diffuser. Et je sais qu'il est en train d'atteindre vraiment un niveau de décollage. Alors, c'est pas mainstream, hein, mais je suis persuadée que ça va le devenir. Et je OK. suis suffisamment jeune pour me dire, peut-être que dans ma vie à moi, je verrai le human design mainstream, peut-être dans le 20 minutes du métro, tu vois, j'en sais rien. Ouais. En tout cas, je sais que ça ne peut que continuer à augmenter.
Mmh. Il y a tout un travail à faire que moi, je m'apprête aussi à amener en entreprise et qui est très important à mes yeux et qui permet de toucher des gens qui ne seraient probablement jamais venus à cet outil par le côté un peu ésotérique, un peu Mmh. trop perché pour eux, peut-être, Ouais. et d'aller vraiment appliquer à l'organisation d'équipe, l'organisation de carrière, etc. Et potentiellement, chaque personne que tu touches à ce niveau-là, peut-être plus sceptique que d'autres, j'en sais rien, en entreprise probablement, eh bien, peut le ramener à la maison, l'appliquer aussi pour ses enfants, leur donner la Mmh. chance d'être respectés dès le premier jour dans leur vraie nature. Et c'est comme ça que ça fait effet boule de neige. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer. C'est vraiment le meilleur moment en tant que témoin, en tant que praticienne de cet outil, pour être à la fois ouais, c'est la meilleure période pour être témoin de ça, en fait. Je suis hyper contente de ce qui se passe. Justement, pour finir, il y a un sujet que j'affectionne particulièrement, c'est que voilà, pour le coup, moi j'ai un enfant et qui justement que je lui souhaite de pouvoir avoir son mode d'emploi avec tout simplement dire voilà, et ça donne des clés aussi pour les parents. Tu parlais d'accompagnants, qui justement on se dit voilà son mode de fonctionnement. Alors bien sûr, comment dire, c'est à comprendre et c'est à continuer d'aller explorer parce que ça reste un être à part entière qui fait expérience voilà de la matière, mais c'est tellement un accélérateur de potentiel. Tu parlais de potentiel, voilà, comment utiliser au mieux son potentiel. Donc, à tous les parents qui écouteraient, en tout cas, j'ai déjà été convaincu pour pouvoir l'employer, on va dire, à la prochaine génération. Ouais. Mais d'ailleurs, pour terminer, le Oui. fondateur du design, quand il a reçu ces informations, ça faisait partie du package d'infos qu'il a reçu que cet outil était là pour les enfants. Mm. Et alors lui, c'est quelque chose qu'il a tout de suite, avec lequel il a tout de suite raisonné, sauf qu'il a compris aussi que pour atteindre les enfants, il fallait passer par les parents. Et oui, C'est là qu'il s'est dit: «Là, c'est une autre paire de manches». c'est clair. Il y a plus de Mais en conditionnement. réalité, et voilà. Et en fait, c'est un outil qui est utile à tout âge. Moi, vraiment, je le répète aux gens, ne disons jamais il est trop tard. Je fais des guides personnalisés pour des personnes plus âgées dans la vie, etc. Vraiment de tous âges. Je fais des manuels jusqu'à le plus petit, il avait 15 jours, et le plus âgé, je crois, est 80 et quelques années. Donc vraiment, il n'y a aucune règle et c'est merveilleux pour tout le monde. Mm. Mais c'est vrai que d'avoir la chance d'être respecté dans sa vraie nature depuis sa venue au monde, ou en tout cas son enfance, ça enlève un gros potentiel de conditionnement, un gros potentiel d'incompréhension de soi et de potentiellement de se contorsionner pour être tel qu'on croit que la société veut ou nos parents pour être aimés. Et ça enlève une grosse partie du boulot, quoi. C'est clair. Donc C'est clair. c'est assez magique. Eh bien, écoute, j'invite toutes les personnes à pouvoir te retrouver donc sur deux choses, ton compte Instagram, Melissa Simoneau, et il y a aussi ton site internet, melissasimoneau.fr, si je me trompe. Comme. Com. Et voilà, je suis tombé Comme. dedans. Il y a Donc, une chance sur deux. et puis, comment dire après, tu proposes deux types d'accompagnement. Donc, il y en a un qui va être axé sur le manuel, et puis un autre où ça va être des séances plutôt individuelles, si tu veux en parler quelques instants. Alors, le manuel, c'est pour moi, alors je suis biaisée, mais c'est le meilleur moyen de démarrer, entre guillemets. Alors, il n'y a pas de règle, hein, il y a des gens qui démarrent avec la séance, et puis les deux offres existent vraiment séparément. Donc, il n'y a absolument pas besoin de faire les deux, bien que beaucoup de mes clients fassent les deux. Le manuel, c'est entièrement personnalisé. Ça va faire entre 35 et 45 pages sur le design d'une personne, avec les éléments les plus importants et surtout ce qui me tient à cœur, euh, le transmettre avec de façon digeste, pratico-pratique. On enlève le jargon. C'est pas un outil de formation, donc ça vous permet pas d'apprendre à lire un schéma ou un autre parce que j'explique pas d'où viennent les choses. C'est vraiment juste pour que ça soit hyper facile à intégrer à votre vie. En fait, c'est vraiment ça l'idée. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Donc, comme la notice de la machine à laver, ça t'explique pas comment les petits fils se touchent à l'arrière et pourquoi il se passe ce qui se passe quand tu tournes le bouton. En revanche, ça t'explique que pour avoir le linge comme ci, comme ça, tu tournes le bouton, tac, et ça marche. Bon, voilà, c'est un peu l'idée du manuel. C'est mon côté très pragmatique. Donc ça, c'est le manuel. Et la séance, c'est, comme tu le disais, là, c'est l'occasion d'échanger entre nous. C'est une vraie conversation. C'est 2 heures en visio pour aller en profondeur, pour que ce soit pertinent dans la vie de la personne qui me consulte, parce que le manuel, moi, je connais pas la vie de la personne, donc je peux pas faire de lien. Ça, c'est à la personne qui lead de faire. C'est ce qu'on peut faire en séance, justement, d'aller explorer des domaines en profondeur. Ça peut être, il y a aucune séance qui se ressemble, et ça peut être quelqu'un qui arrive avec plein de questions précises, quelqu'un qui arrive page blanche en mode
suis hyper curieuse, j'y connais rien et allons-y. Tout est possible, mais c'est vraiment une conversation entre nous. Et c'est là qu'on peut aller dans les dimensions les plus profondes du design de la personne. Bah écoute, merci pour notre conversation, du coup. Merci, un grand merci à toi pour tes questions et ton invitation. C'était vraiment super riche. Et ben écoute, avec plaisir. Et puis, bah écoute, je dis à tous ceux qui veulent aller en savoir plus, allez regarder le travail de Mélissa, parce que pour le coup, c'est selon moi une grande porte-parole qui a un beau message à faire passer. Et sinon, à tout le monde, je vous dis au prochain épisode. Si tu as apprécié l'épisode de ce podcast, je t'invite à t'abonner et à lui laisser 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast. C'est le meilleur moyen que tu as de faire grandir ce podcast. Alors je te remercie et je te dis au prochain épisode.